en nombre, ça, je ne peux pas vous cacher que ça me touche. Merci aussi parce que je suis ravi de vous retrouver. On s'était pour certains connus il y a 12 ans. À l'époque, j'étais très brun et j'étais presque imberbe. Voilà, je suis devenu barbu et grisonnant. Parce qu'entre-temps, il y a eu un projet, il y a une thèse qui a été accomplie, c'est-à-dire à peu près 8 années, 8 années passées dans les archives de Laon pendant mes vacances. Pour l'essentiel, pour faire une thèse de doctorat qui a porté, comme Éric Thierry vous l'a dit, sur l'histoire des relations entre les pouvoirs, entre le pouvoir central à Paris, les pouvoirs locaux dans le département de l'Aisne et ce qu'on appelle les mouvements collectifs, les mouvements citoyens, pendant cette période troublée de la Révolution, avec pour spécificité, je ne me suis pas intéressé à 1789, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites sur 1789 dans la région, notamment le célèbre conflit entre Laon et Soissons, pour la détermination du chef-lieu. Et je me suis intéressé, en fait, à partir de 1790 jusqu'à 1795, c'est-à-dire tout le processus de démantèlement de ce qu'on a pu appeler la terreur. En fait, la terreur dans l'Aisne, c'est vraiment quelque chose à questionner, parce que ça a plutôt été, si vous me permettez l'expression, soft, et tant mieux. Voilà. Donc, je ne vais pas vous parler du conflit entre Laon et Soissons, puisque donc je démarre mon exposé d'aujourd'hui en 1790. En fait, j'ai décidé de le centrer sur Laon. Pourquoi ? Parce que Laon, c'est le chef-lieu départemental, et donc, comme un chef-lieu départemental, vous avez, plus qu'ailleurs, plus que dans toute autre ville du département, vous avez un millefeuille de pouvoir. Millefeuille de pouvoir parce que vous avez l'administration départementale. Puis, alors, administration départementale qui est élue, et qui est élue à 2 degrés. Je vous rappelle, on se rafraîchit la mémoire que dans les premiers temps de la Révolution française, jusqu'à l'instauration de la République, le suffrage n'est pas un suffrage universel, c'est un suffrage, on va pas pinailler, qu'on va qualifier de censitaire, c'est-à-dire que seuls les gens les plus aisés, à des niveaux variables, ont le droit d'élire. Ont le droit d'élire leurs représentants. C'est-à-dire, un premier niveau, ce sont les gens qui peuvent justifier d'un domicile de plus d'1 an et de 3 journées de travail qui ont le droit de vote. Donc, c'est-à-dire que dans les municipalités, quand même déjà un corps électoral assez important. Il y a peu d'exclusion. Mais le véritable filtre politico-social se joue à un second niveau. C'est-à-dire que ces gens vont élire des représentants. Et ces représentants ont pour caractéristique, eux, de devoir acquitter plus d'1 semaine de travail comme imposition. Vous voyez, socialement, ça se restreint. Et ce sont ces gens, ces représentants qui vont élire les députés et qui vont élire les pouvoirs constitués que sont l'administration du département, dans un premier temps, puis l'administration des districts. Alors les districts, pour faire simple, ça correspond grosso modo à ce qu'on appelle aujourd'hui les arrondissements de sous-préfecture. Donc là, à la tête des arrondissements de sous-préfecture, dans l'Aisne, il y avait celui de Château-Thierry, Soissons, Laon, Cheny, Saint-Quentin, Vervins. Donc là, vous avez un pouvoir administratif qui est élu par ses représentants, donc à 2 niveaux. Et puis vous avez, dernier niveau, la municipalité. La municipalité, elle est élue par, je dirais, la totalité des gens de la municipalité, les hommes, les femmes n'ont pas le droit de vote, les hommes de plus de 21 ans, qui peuvent acquitter, qui ont 1 an de domicile fixe et qui peuvent acquitter de 3 jours d'un impôt équivalent à 3 jours de travail. Donc voilà un petit peu ce millefeuille des pouvoirs. Ensuite, il ne faut pas en oublier d'autres qui ne sont pas considérés comme des pouvoirs politiques stricto sensu, pas comme des pouvoirs constitués, mais qui sont réellement des pouvoirs. C'est l'armée. À Laon, Laon est une ville de garnison, l'armée est là. Puis vous avez des pouvoirs dits citoyens. Par exemple, cette milice citoyenne qu'on appelle la garde nationale, qui est réservée là aussi aux citoyens. On ne veut pas prendre n'importe qui dans la garde nationale, donc qui est réservée aux citoyens qui ont le droit de vote, c'est-à-dire ceux qui acquittent au moins 3 jours, une imposition égale à 3 jours de travail. Donc il y a la garde nationale. Puis vous avez, autre spécificité de l'époque, les clubs politiques. C'est-à-dire des citoyens qui se réunissent, qui fondent des clubs politiques. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces clubs ? On commente l'actualité nationale,
on se politise en fait, on lit les journaux, on dépose des projets de loi, on écrit des adresses qu'on envoie à Paris aux assemblées pour leur demander de prendre des mesures ou au contraire pour les encourager ou pour au contraire les restreindre. Voilà, donc Laon, eh bien, Laon dans l'Aisne, c'est formidable parce que c'est donc un magnifique millefeuille de pouvoir. Et évidemment, qui dit en une ville de 7500 habitants, autant de pouvoir, ben, ça suppose que l'unanimité sera difficile à réaliser. Et donc, en fait, ce à quoi je vais m'intéresser aujourd'hui avec vous, c'est à cerner quels ont été les principaux conflits dans la ville de Laon et sa région pendant cette période 1791-1794, et essayer d'en comprendre les logiques. Donc dans un premier temps, je vais donc faire quelque chose d'assez factuel. Je vais vous montrer un petit peu quels ont été, de 1790 à 1795, les différents conflits entre les pouvoirs à Laon. Puis dans un second temps, on va s'interroger en se demandant, mais qu'est-ce qu'il faut faire, en somme, en période de révolution, pour prendre le pouvoir dans un chef-lieu départemental? Quelles sont un petit peu les règles politiques qu'on peut dégager de ces différents conflits? Alors, je voudrais donc vous rappeler à quel point ça a été peu évident. Voilà. Ça, c'est ce que le ministre de l'Intérieur, Jean-Marie Platrière de Roland, qui est un républicain, qui est un girondin, donc un de ceux qui ont été les plus acharnés à battre la monarchie en 1791-92. Donc avec l'établissement de la République, Roland redevient ministère de l'Intérieur. Et il écrit aux autorités du département une lettre particulièrement agacée, une grande lettre dans laquelle j'ai tiré cette citation. Je vois avec peine que les corps administratifs de la ville de Laon n'entretiennent pas entre eux ces relations d'amitié et de fraternité si nécessaires pour le bien des administrés. Il doit subsister sans doute dans la hiérarchie des pouvoirs constitués la subordination des uns envers les autres. En fait, qu'est-ce qu'il répète là, Roland? Il répète la nécessité pour tous les pouvoirs d'obéir à la hiérarchie politique et administrative instituée, c'est-à-dire l'administration départementale commande à l'administration du district de Laon, qui elle-même a un pouvoir de contrainte sur la municipalité de Laon. Or, en fait, en 92, comme en 90, 91 et 93, les choses sont loin de se passer ainsi. Alors, on va donc s'intéresser à une configuration mouvante des rapports de force politique dans la ville de Laon. Alors, plusieurs types de conflits. Le premier conflit que je repère à partir de 1790, c'est une conséquence de ce qu'on appelle la fuite de Varennes. Je vous rafraîchis la mémoire, je pense que ce n'est pas forcément nécessaire, mais Varennes, 20-21 juin, le roi s'enfuit, le roi est reconnu à Montmédy par Drouet qui se lance à sa poursuite, qui arrête le roi, et le roi revient à Paris, traverse le département de l'Aisne, à Château-Thierry ça se passe très mal, son carrosse est reçu par des pierres, parce que tout simplement, le roi vient de le trahir, et la trahison est d'autant plus avérée que le roi a laissé une lettre aux Tuileries expliquant pourquoi il avait décidé de fuir la France pour passer chez son beau-frère, l'empereur d'Autriche. Bien, alors Varennes, ça va être un vrai problème politique national, ça c'est connu, pourquoi? Parce que quand une fois que le roi a trahi, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on destitue le roi? Et dans ce cas, un régime sans roi, en politique, ça s'appelle une république. Et la république, c'est quelque chose qui fait très peur. Pourquoi? Parce que la république, on pense à l'époque que la république n'est pas là que pour les petits pays. Venise est une république, or Venise est une ville. Gênes est une république, or Gênes est une ville. La Suisse, un certain nombre de cantons suisses sont pas tous, sont des républiques, mais à chaque fois, il s'agit d'un petit territoire. Alors, vous me direz, mais depuis, il y a bien le précédent des États-Unis, qui sont devenus en 1783 une république. Oui, mais les États-Unis, c'est très grand, mais c'est très peu peuplé. Ça a 12 millions d'habitants, quand la France, à l'époque, on est à 24 millions. Donc, le passage dans la République fait peur, d'autant plus que le passage à la République déçoit beaucoup, parce que nos députés, depuis 1789, s'acharnent à écrire une constitution, et la constitution, elle est prête au mois de juin, et elle est prête quand le roi décide de trahir. Donc c'est en fait 2 ans de travail pour rédiger la constitution d'une monarchie constitutionnelle qui s'effondre, et donc
qu'est-ce qu'on nous propose? Eh bien, un saut dans l'inconnu, c'est-à-dire l'inconnu républicain. Ça, personne n'y est préparé. Et contrairement à ce qu'on peut penser, même ceux qui sont considérés comme les ultra-révolutionnaires, les jacobins, eh bien, si vous prenez tous les débats chez les jacobins au mois de juin, juillet, août, les jacobins ne sont pas massivement républicains. Ils se demandent la question, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ils ne sont pas pour le roi, parce que le roi a trahi, mais en même temps, la session de la République, elle va mettre 1 an à se dessiner. Alors, une conséquence de Varennes, pourquoi? Eh bien parce que l'éclatement du pouvoir au chef-lieu, on assiste à un éclatement du pouvoir au chef-lieu départemental. Pourquoi? Eh bien, je vous l'ai dit, le district et le département sont élus par un collège d'électeurs à 2 degrés. Et ceux qui élisent ces âmes correspondent à ce que les historiens appellent la senior sparse de la population, c'est-à-dire les gens les plus aisés. Alors, le pouvoir départemental, autant vous dire qu'après Varennes, il n'est pas du tout en faveur de la solution républicaine. L'administration du district ne l'est pas spécialement non plus. L'un et l'autre vont adhérer à la fiction, puisque comme on ne veut pas la République, on invente un mensonge d'État, qui est de dire le roi il n'a pas fui, le roi il n'a pas trahi, le roi il a été enlevé. Voilà, il a été enlevé et tout ça s'est passé à son insu, donc on remet le roi sur le trône et puis on déclare la monarchie constitutionnelle. Sauf que, pourquoi il va y avoir un problème à Laon? Eh bien, c'est qu'on procède à des élections. Alors, les élections dans l'Aisne, tout va relativement bien. On envoie des gens modérés à la députation, à la législative. Le directoire du département est occupé de nouveau par des modérés. Le district aussi. Sauf qu'aux élections municipales à Laon, c'est un coup de tonnerre. Et voilà que la municipalité de Laon, qui est détenue traditionnellement par des modérés, par tout simplement les élites de l'Ancien Régime, la figure la plus connue, c'est le Carlier, eh bien, le Carlier et tous les gens qui étaient proches du duc d'Orléans, c'est-à-dire la municipalité de Laon de l'Ancien Régime, eh bien, sont battus de manière surprenante au mois d'octobre 1791, et on a à Laon un maire qui est, c'est assez étonnant, en tout cas dans le département, c'est un maître vitrier, donc c'est-à-dire c'est un maître artisan. Il ne faut pas en faire un malheureux, d'accord, les maîtres de corporation sont des gens bien installés, mais il n'empêche qu'on est très loin de ce personnel traditionnel de la municipalité de Laon que sont les juristes, et qui occupent les juristes ou les très grands marchands. Donc c'est un coup de tonnerre. Alors est-ce qu'il faut voir derrière l'élection de Nicolas Ruzé, maître vitrier, un changement politique? Il s'avère que ça pourrait être effectivement le cas, parce que la municipalité de Laon prend un certain nombre de mesures qui ne vont pas dans le sens des modérés. Donc on se retrouve avec une configuration compliquée. Le département est modéré, ce qu'on va appeler feuillant, c'est-à-dire pour la monarchie constitutionnelle. Le district de Laon est pour la monarchie constitutionnelle et la municipalité est pour le moins très réservée sur l'avenir de la monarchie constitutionnelle. Les choses vont encore plus se compliquer. Pourquoi? Parce que l'administration du district va être ébranlée. Va être ébranlée par l'élection en son sein de 2 hommes. 2 hommes qui vont se révéler comme des grands activistes du courant jacobin, c'est-à-dire ce courant jacobin qui va glisser de plus en plus vers la solution républicaine. Bon, ces 2 hommes, c'est un dénommé Bourdin, et le deuxième, vous le connaissez beaucoup plus, parce qu'il y a une légende noire qui est attachée à cet homme, une légende noire totalement injuste. Donc il a été réhabilité par Guy Marivas, c'est Polycarpe Pot-au-Feu. Alors Polycarpe Pot-au-Feu, c'est un avoué, un homme de justice et un militant révolutionnaire convaincu. Alors Pot-au-Feu, commence là un petit peu sa carrière politique et très rapidement, c'est un homme de caractère, avec un certain charisme, et donc il va, avec Bourdin, ébranler l'administration du district de Laon. Donc le rapport des forces va pouvoir évoluer. Si vous voulez, au centre du conflit, on a l'administration du district de Laon. Et alors, on attend en fait une occasion pour que le conflit entre les pouvoirs s'engage. Et l'occasion, elle est fournie.
Eh bien, pas tellement par le contexte politique, mais par le contexte frumentaire. L'hiver, alors la récolte n'a pas été formidable en 90, c'est le moins qu'on puisse dire, et évidemment, ce qu'on appelle la disette, eh bien, se déclare relativement tôt. Et donc, à partir du mois de décembre, le prix des blés commence à manquer, et puis les gens ici ont conscience que la récolte n'a pas été bonne. Et on va avoir des mouvements de peur panique qui vont évidemment, comme souvent dans la région, éclater sur un point nodal qui est Pont-Aver. Pont-Aver, pourquoi? Parce que c'est le port fluvial du Lannoy, c'est là où sont chargés les grains du Lannoy qui vont descendre les lacs pour ensuite descendre sur Paris. Bien, alors là, que se passe-t-il? Eh bien, les paysans du coin sont alarmés quand ils constatent que des barges attendent les grains de la région, grains qui doivent être envoyés à Paris. Surtout qu'il y a quand même, pendant la Révolution, et pas seulement sous la Révolution, sous l'Ancien Régime, un effort constant pour nourrir Paris. Parce que Paris, quand les Parisiens sont affamés, ils représentent une menace politique dangereuse pour le pouvoir central. Donc il y a, comme dans toutes les grandes villes, c'était le cas à Rome sous l'Antiquité, il y a un besoin absolu de nourrir la grande ville pour éviter les mouvements politiques. Donc les paysans de la région sont donc effrayés et on sonne le tocsin dans les villages. Ça se passe au mois de décembre 1791. On s'alarme, on se mobilise et qu'est-ce qu'on fait? On attaque les barges qui sont à Pont-Aver. On interdit les réquisitions de blé et leur chargement dans les navires. Donc vous avez une situation qui est là conflictuelle. Alors, situation de désordre. Quand il y a désordre, il faut faire respecter la loi. À qui incombe ce devoir de faire respecter la loi? À l'administration départementale de l'Aisne. Donc l'administration départementale de l'Aisne, position très modérée, acquise au principe sacralisé par la révolution du libéralisme et notamment de la libre circulation des grains. La révolution démembre la police des grains de l'Ancien Régime. Sous l'Ancien Régime, on n'avait pas de liberté du commerce. Parce qu'on faisait attention à ce que chacun puisse être nourri. D'accord? Et puis, tout simplement, pour des raisons simplement politiques, d'ordre public. Là, la Révolution a fait triompher le principe du laisser-faire, laisser-passer. Donc, eh bien, si des gens veulent vendre leurs grains aux marchands parisiens, on laisse faire. Et donc là, il y a un désordre pour empêcher cette libre circulation. L'administration de l'Aisne intervient en autorisant les marchands à vendre le grain pour Paris. Alors, sauf que, localement, la situation, là, à Pont-Aver, dans tous les villages, elle est insurrectionnelle. On a des grèves, on a des attaques de bateaux. Alors, il faut mobiliser la force publique. Alors, que va faire le département? Le département va donc demander au district de Laon d'agir, d'envoyer la troupe. Et là, que va-t-il se passer? Eh bien, le procureur, l'administration du district va se diviser. Une partie des administrateurs vont vouloir obéir au département, envoyer la troupe contre les paysans pour faire cesser ce désordre et laisser partir les navires chargés de grains. Une autre partie, derrière Pot-au-feu, va s'opposer et va délibérément refuser d'appliquer les ordres de son supérieur hiérarchique, l'administration départementale de l'Aisne. Et puis, tout va bien, puisque la municipalité, elle, est tellement contre l'administration départementale, et puis la municipalité, elle se dit que le grain des campagnes du Lannoy qui part sur Laon, eh bien, ça risque de mettre en péril aussi la vie des citoyens lannois. Donc, qu'elle fait-elle? Elle décide, elle, de s'opposer à l'administration départementale. Donc, vous avez, à ce moment-là, une opposition municipalité-administration départementale, et au milieu, l'administration du district qui est divisée. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la municipalité refuse d'envoyer la garde nationale de Laon, qui est sous ses ordres, réprimer les attroupements à Pont-Aver. Le district refuse d'envoyer l'armée. Le département se retrouve complètement paralysé. Alors, comment va-t-il sortir de ce guêpier? Eh bien, en appelant la troupe de ligne, c'est pas l'armée citoyenne, l'armée de métier, et en même temps, il y a toujours cette obstruction de la municipalité et de Pot-au-feu au district. Eh bien, que va-t-elle faire? Elle va jouer des dissensions du district pour écarter Pot-au-feu, et en gros, elle va promettre
un autre homme du district qui s'appelle Courteville, eh bien, la possibilité de le recommander, c'est-à-dire d'exercer des fonctions de procureur, enfin d'homme fort, si vous voulez, du district à la place de Pot-au-feu, et en récompense, eh bien, ce même Courteville aura des lettres de recommandation auprès de l'Assemblée nationale, de manière à lancer une grande carrière politique. C'est ce qui sera le cas, enfin, c'est ce que fera l'administration départementale pour remercier le dit Courteville. Ça n'empêchera pas le dit Courteville de ne pas réussir une grande carrière politique. Le deuxième grand moment de l'affrontement, ben voilà, ça aurait été plus simple, je me suis un petit peu oublié. Voilà. Le deuxième grand moment, c'est ça se passe pour l'essentiel au printemps 1792. Le printemps 1792, c'est le printemps de toutes les tensions. Qu'est-ce qui bascule considérablement en France? C'est l'entrée en guerre. La France entre en guerre le 20 avril 1792 dans un climat d'unanimité. Pourquoi? Parce que le roi, Louis XVI, et les feuillants, c'est-à-dire les partisans du roi, veulent la guerre. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un calcul qui est très bon. C'est de se dire que l'armée révolutionnaire, elle est désorganisée. Ceux qui la commandent, c'est-à-dire les officiers de l'Ancien Régime, d'extraction noble, ont tous, ou pour la plupart, ont émigré. Donc on a une armée sans chef, une armée particulièrement désorganisée, qui se fera donc écraser par la belle armée bien disciplinée d'Autriche, qui avait déjà, je vous rappelle, la France n'a pas l'exclusivité de la Révolution, des révolutions, puisque les Belges, à partir de 1787-88, avaient eux aussi connu des moments révolutionnaires, et l'armée autrichienne avait réprimé le tout. Donc, en gros, le calcul est bon, c'est de se dire que cette armée révolutionnaire, sans chef, complètement désorganisée, va se prendre une raclée contre l'armée autrichienne. Et donc, qui dit raclée des armées révolutionnaires, dit restauration de la monarchie absolue d'Ancien Régime. Voilà, exact. Finalement, le scénario tel qu'il s'est passé aux Pays-Bas au milieu des années 1780 et en ce qu'on appelle aujourd'hui la Belgique, qu'on appelait à l'époque les Pays-Bas autrichiens. Voilà. Donc, la monarchie veut la guerre. Les républicains, qui sont incarnés par ce qu'on appelle les jacobins girondins, eh bien, eux, ont fait leur maturation politique, ils veulent la République et donc ils veulent la guerre. Parce que leur calcul, c'est de dire, s'il y a la guerre, il y a radicalisation politique. S'il y a la guerre, le roi va être tenu de trahir. Et donc, le roi sera à nouveau démasqué et on pourra le renverser. Donc tout le monde, globalement, veut la guerre. Alors, donc simplement, la guerre est déclarée et puis ben, ça se passe mal. À partir du mois de mai, de juin, eh bien, le calcul des royalistes est excellent. Les armées de la Révolution se prennent, vont de revers en revers. Alors évidemment, dans un département quasi frontalier comme le nôtre, l'heure est à l'inquiétude. Alors l'heure est à l'inquiétude et on commence à suspecter évidemment les pouvoirs constitués de manœuvres secrètes. Et attendez, hop, voilà, je suis un peu en retard, voilà. Et donc, on les suspecte de manœuvres secrètes, et parmi... alors, je vous ai dit, la municipalité est révolutionnaire en 1791, et elle va particulièrement aider à la renaissance d'une société politique. Je vous expliquais, dans les sociétés politiques, les plus célèbres sont les sociétés des Amis de la Constitution, ce qu'on appelle communément les sociétés jacobines. Pourquoi jacobines? Parce que la société mère à Paris se réunissait dans le couvent des Jacobins, tout simplement. Et donc là, ce sont des militants révolutionnaires. Alors, on se comprend, en 1789, ils sont pour la monarchie constitutionnelle. En 1791, toujours pour la monarchie constitutionnelle. Et puis, au début de l'année 92, tout le mouvement jacobin bascule dans le républicanisme. Et donc, la municipalité de Laon encourage, avec un des grands députés de l'Aisne, qui est Jean de Brie, encourage la renaissance de la société jacobine, société des Amis de la Constitution, à Laon. Et cette société va donc avoir un véritable rôle de fer de lance dans la radicalisation politique.
Et cette société va reprendre un mot d'ordre qui circule à Paris et dans les grandes villes, c'est-à-dire l'exigence de la publicité des séances. On veut, les citoyens exigent, alors quand je dis citoyens, c'est évidemment les plus politisés d'entre eux, donc de facto les membres des sociétés politiques, veulent assister aux délibérations des corps constitués. Un petit peu comme aujourd'hui à l'Assemblée nationale, vous pouvez être invité pour assister au débat en tribune. Donc on veut assister au débat. Et c'est pas un hasard si cette revendication arrive au printemps 1792, parce qu'il y a une suspicion généralisée à l'égard de tous les pouvoirs constitués, surtout ceux qui ont été élus par les représentants au second niveau. De vous à moi, dans l'Aisne, c'est assez justifié, puisque après le 10 août, quand le roi a été renversé, l'administration départementale de l'Aisne va essayer de fomenter un complot avec le général Lafayette, dont le quartier général est à Sedan. Complot qui visait... Alors, le département de l'Aisne n'est pas seul. Il y a eu celui du Pas-de-Calais, celui des Ardennes, celui du Nord, un petit peu, celui de la Somme complètement. L'idée, c'est de faciliter le passage de Lafayette qui descendrait sur Paris et qui rétablirait de nouveau le roi sur le trône. Donc les suspicions des Jacobins lanois sont plutôt fondées. Donc que vont-ils faire? Eh bien, ils vont récupérer ce mot d'ordre de publicité des séances et vont organiser une énorme pétition pour obtenir le fait que tous les citoyens aient le droit d'assister aux séances délibératives des pouvoirs. Alors, évidemment, ils s'adressent d'abord à la municipalité de Laon. Et que se passe-t-il à la municipalité de Laon? Eh bien, la municipalité de Laon est complètement de mèche avec eux. Donc, on leur dit, pas de problème, on réserve des bancs et tous les citoyens de Laon qui veulent assister à nos délibérations peuvent venir. Nous, on n'a rien à cacher, on est patriotes. À l'administration du district, là, évidemment, ça commence à coincer. Quant au conseil général du département de l'Aisne, c'est le refus absolu. Et donc, à ce moment-là, commence un véritable conflit entre la municipalité de Laon, le district, c'est-à-dire qu'au district, on a de nouveau Pot-au-Feu qui, lui, presse en faveur de la publicité des séances, et une administration départementale qui s'y refuse. Alors, je vais avancer, je vais vous passer tous les différents épisodes, mais sachez que cet épisode de la publicité des séances aboutit à un blocage, aboutit à des positions conflictuelles, donc on en parle dans la rue, ça va contribuer à politiser la population lanoise, parce que une pétition est lancée par le Club des Jacobins qui circule dans toutes les rues, qui est dans tous les marchés, pour réclamer la publicité des séances. Et donc, ça va à un effet indirect certain, c'est la prise de conscience politique des populations. Et puis, le conflit se règle où? Eh bien, se règle avec l'État, avec le ministère de l'Intérieur, qui était à l'époque tenu par un Girondin, donc c'est déjà le célèbre Roland. Et Roland, évidemment, qui lui veut la chute de la monarchie, eh bien, que va-t-il faire? Il va donner raison aux Jacobins de Laon, appuyés sur la municipalité. Et donc, première victoire, renaissance d'un mouvement, si vous voulez, politique contestataire et républicain, allant essentiellement dirigé contre l'administration départementale. Donc, si vous voulez, ce mouvement démocratique républicain contestataire qui avait subi une grande défaite à l'hiver dans l'affaire de Pont-Aven, bien là, tient sa revanche. Alors, voilà, je vous rafraîchis la mémoire. Le troisième épisode de la conflictualité entre les pouvoirs à Laon, eh bien, se porte sur l'enjeu de l'adhésion à la République. Alors, je ne vous refais pas l'histoire, 10 août, vous savez, attaque des Tuileries, monarchie renversée, un pouvoir exécutif provisoire pendant à peu près 2 mois, enfin entre du 10 août au 20 septembre quand le moment de la Convention se réunit. Et donc, que va-t-il... Alors dans l'Aisne, c'est particulièrement mouvementé, puisque, je vous ai dit, l'administration départementale refuse le 10 août, essaie de faire appel à Lafayette pour marcher sur Paris, mais le complot est découvert, notamment par un jeune Lanois qui est Beffroi. Bon, bref, le passage à la République dans l'Aisne, c'est pas passé
Ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Hein. Pas... Après le 10 août, tout le monde n'est pas devenu républicain et vous allez le voir ici. Alors, qu'est-ce qui va se passer à Laon une fois que la République est proclamée? Eh bien, il va y avoir une nouvelle complication en ce qui concerne les pouvoirs. Deux bouleversements majeurs de la configuration politique se produisent à l'automne 1792 à Laon. Eh bien, d'abord, ça commence au début du mois de septembre 1792. On réunit l'Assemblée électorale du département, c'est-à-dire 740 représentants qui vont élire, juste élire normalement, légalement, les futurs députés de la première Assemblée de la République française, la Convention nationale. Donc vous connaissez, le département de l'Aisne fait figure de département républicain. Quand on regarde qui le département a envoyé, on envoie Condorcet. Alors, on envoie d'abord Jean de Brie. Jean de Brie, on envoie Condorcet. Condorcet qui, de vous à moi, est un des rares républicains en 1789, parce qu'en 1789, les députés aux États-Généraux ne sont absolument pas républicains. Donc Condorcet, on envoie une autre grande figure du mouvement révolutionnaire, que je qualifierais international, parce que je répète que dans les années 1780, la France est une révolution parmi d'autres, c'est la plus grande, c'est la plus profonde, celle qui va le plus loin, mais les États-Unis ont fait leur révolution. On a des mouvements révolutionnaires en Belgique, en Suisse, on en a aussi aux Pays-Bas. Voilà. Et donc, le département de l'Aisne élit aussi Thomas Paine. Thomas Paine, c'est un Britannique qui, quand il a vu la révolution éclater aux États-Unis, il est parti aux États-Unis, a pris la nationalité américaine. Et puis, quand il voit qu'il y a une révolution en France, il vient en France, il demande à avoir la nationalité française, parce qu'il trouve que la révolution américaine n'est pas allée assez loin. Donc voilà, on a une autre figure révolutionnaire qui est aussi élue par le département de l'Aisne et celui du Pas-de-Calais. Bref, et on envoie aussi Saint-Just. Donc, le département de l'Aisne fait figure comme ça de département très révolutionnaire, et effectivement, cette assemblée va faire aussi sa propre révolution, va faire un vrai coup de force complètement illégal. Elle est partie du constat que l'administration départementale n'a donné aucun gage de républicanisme jusqu'à ce jour. Donc qu'est-ce qu'elle décide? Unilatéralement, en complète illégalité, elle décide de la renverser. Elle évince tous ses membres et elle décide, de manière tout à fait illégale, à d'élire une nouvelle administration départementale. Donc, une nouvelle administration départementale est élue, et elle est évidemment de couleur plutôt républicaine. Donc, tout va se passer dans le meilleur des mondes à Laon, c'est-à-dire qu'on a une administration départementale qui est républicaine, une administration de district où la figure de Pot-au-Feu émerge, et puis une administration municipale dirigée par Ruzet, qui est républicaine. Donc, on retrouve une espèce d'harmonie des pouvoirs. Bon, ça, c'est un monde rêvé. C'est un monde rêvé qui va ne durer, en fait, qu'un mois. Pourquoi? Parce qu'on renouvelle légalement, cette fois, on a des textes pour renouveler tous les pouvoirs. Et en octobre 1792, nouvelles élections, avec changement de taille majeur. Des historiens, on hésite à parler de suffrage universel, mais on va faire simple, avec un suffrage universel. C'est-à-dire que désormais, il n'y a plus de conditions de ressources économiques pour pouvoir voter. Donc, le 11 août 1792, vous avez un texte qui donne le droit de vote aux hommes, uniquement aux hommes, majeurs, plus de 21 ans, domiciliés depuis 1 an en un lieu fixe, qui ne sont pas domestiques. On ne donne pas le droit de vote aux domestiques parce qu'on a peur qu'ils votent ce que leur maître leur dit de faire. Le principe des élections sous la Révolution, c'est ne peut voter qu'un homme qui est indépendant. On estime que quelqu'un qui est dépendant économiquement ne peut pas avoir sa liberté de jugement parce qu'il est subi à des contraintes. Longtemps, les historiens ont considéré que c'était des lois, c'était l'influence d'une historiographie très marxiste qui disait oui, on voit que c'est une révolution bourgeoise qui veut évincer les pauvres. Non, en fait, le principe, c'est ne peut exercer son droit de citoyen que les gens qui ont une liberté, une indépendance économique. D'ailleurs, à ce titre, parmi les exclus du droit de vote, vous avez les faillis. Les gens qui ont fait faillite n'ont pas le droit de vote. Pourquoi? C'est un peu l'idée que quand tu ne réussis pas à gouverner tes propres affaires, ne gouverne pas celles des autres. Donc, ces premières élections qui sont censées se tenir au suffrage universel, censées, parce que ce ne sera pas le cas,
eh bien, aboutissent ici à l'élection d'un district très modéré, finalement beaucoup moins révolutionnaire, beaucoup moins républicain que n'est l'administration du département. Puis le deuxième coup, eh bien, il survient un mois plus tard. Et là, c'est vraiment la spécificité lannoise. Ce sont les élections municipales de Laon. Les élections municipales de Laon confirment les élections au district. Les Lannois votent pour. Alors les Lannois, 10% des Lannois, c'était le taux de participation, 10% des Lannois votent finalement pour les hommes qui occupaient la municipalité à la fin de l'Ancien Régime ou au début de la Révolution. Donc il y a quelque chose d'un peu bizarre à Laon, c'est que on a une municipalité qui va avoir un positionnement révolutionnaire en 1791, quand la tendance générale est à la modération après Varennes, et puis on va avoir une municipalité modérée quand la tendance générale est d'être plutôt révolutionnaire et républicain. Alors, évidemment, ça va compliquer l'architecture des pouvoirs. Vous avez donc une évolution du rapport de force, les mouvements collectifs jacobins et l'administration départementale vont s'opposer à l'administration du district de Laon et à la municipalité de Laon, qui, elles, sont beaucoup plus modérées. Alors, je vais passer, hein, parce qu'on s'aime bien, mais on va peut-être pas passer la nuit ensemble. Alors, la relance, on a un nouveau rapport de force, et il faut trouver l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres. Alors, l'étincelle qui met le feu aux poudres, ça arrive en 1793. Ça arrive en 1793 comment ? Eh bien, d'abord par un contexte politique tendu. Vous le connaissez, je vous le rappelle vite fait, l'exécution de Louis XVI le 21 janvier 1993 avec, pour réaction immédiate, la formation de la Grande Coalition contre la France. Je vous rappelle que la France est attaquée sur toutes ses frontières. La Prusse, l'Autriche, l'Angleterre, le Piémont, l'Espagne entrent en guerre contre la France. Donc, guerre sur toutes les frontières. La situation se complique, puisque guerre à l'intérieur de la France, basculement dans la guerre civile avec l'insurrection de Vendée, le 11 mars 1793. Le 18 mars 1993, on va toujours vers la catastrophe, puisque l'armée révolutionnaire française de Dumouriez est battue en Belgique actuelle, à Nervindel, une grosse déculottée. Donc, on a peur, ça veut dire que la Grande Coalition va foncer à nouveau sur Paris. Alors on réagit, c'est par plusieurs lois révolutionnaires, dont le Comité de salut public, je vous rappelle, le Comité de salut public, pourquoi ? Parce qu'avant, c'était à l'Assemblée, à la Convention nationale, de tout faire. Et simplement, en période de crise, on ne peut pas réunir tout le temps nos députés. Donc on veut un exécutif restreint, qui va travailler tout le temps avec une vraie bureaucratie pour réagir par rapport à ce contexte difficile, donc création du comité de salut public. Et puis, tension entre ce qu'on appelle les Girondins et les Montagnards. Les Girondins et les Montagnards, c'est tous des Jacobins, d'accord ? On a trop tendance à croire que les Girondins ne sont pas des Jacobins, les Girondins sont des Jacobins. Tous ont voulu la chute du roi. Une fois la République installée, eh bien, en fait, si vous voulez, les Girondins, pour faire simple, ont incarné sous la législative la gauche, d'accord, par rapport aux Feuillants qui étaient la droite. Les Feuillants voulaient la monarchie constitutionnelle, les Girondins voulaient la République. Une fois que la République a été proclamée, eh bien les Girondins sont devenus la droite, et les Montagnards sont devenus la gauche. Alors, je ne vais pas rentrer dans les débats historiographiques parce que vous avez des centaines de livres sur le sujet. Puis vous savez qu'un historien, c'est aussi le produit de son temps. Donc, on baigne dans un climat intellectuel. Donc, longtemps, on a voulu voir dans les Montagnards des antilibéraux et voir dans les Girondins des libéraux à tout crin. Aujourd'hui, on est complètement revenu sur cette bipartition beaucoup trop simpliste. Alors, le contexte, évidemment, à Laon, ça joue, ça radicalise, on a peur, l'ennemi arrive, et l'ennemi, il a envie de se venger, donc on a peur. À Paris, on a une radicalisation du pouvoir, puisque les Montagnards, la gauche de l'Assemblée, fait une émeute avec les militants sans culottes parisiens
pour envahir l'Assemblée nationale, véritable coup de force, et renverser les Girondins qui étaient au pouvoir. Là, vous avez un vrai coup de force. D'accord ? Et alors, les montagnards au pouvoir, ils vont avoir envie de légitimer leur coup de force. Ils ont pris le pouvoir de manière complètement illégale. Alors, comment ils vont légitimer le coup de force ? Eh bien, par quelque chose qui est, je pense, très méconnu en France, sauf de vous, c'est le premier référendum de l'histoire de France. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire nos Girondins, nos montagnards ? Ils vont d'abord prendre des lois des lois révolutionnaires pour donner des gages, des lois qui ne seront pas appliquées, notamment des lois par rapport aux paysans, pour obtenir la fin définitive de la féodalité, etc. Et puis, ils vont vouloir légitimer leur prise de pouvoir illégale en organisant un grand référendum sur le projet de constitution qu'ils organisent. Et donc, voilà, les archives de ce référendum sont bien conservées, elles sont aux Archives nationales à Paris. J'y ai passé beaucoup de temps à faire mes petits calculs, etc. Et puis là, c'était formidable parce que le département de l'Aisne est un département qui a bien voté, alors que les 3/4 de la France, il y a eu, je crois, 18% de participation pour toute la France à ce référendum. Alors, il y a plein de raisons. Il y a ceux qui n'adhèrent pas, qui préfèrent ne pas se montrer. Il y a aussi le mode de vote qui est compliqué, parce que où est-ce qu'on vote pour ce référendum ? Eh bien, on vote dans les chefs-lieux de canton. Alors, ici, qu'est-ce que je prends ? Je prends le canton que je connais bien, je prends l'Affaire. On vote à l'Affaire. Quand vous habitez vous avez, à Deuillé, etc., vous avez 5-6 km à faire, et c'est souvent à pied. Donc, que font les paysans ? Ils n'y vont pas tous, d'accord ? Il y a une ou deux personnes par commune qui y va, et donc, évidemment, quand on attend 60 personnes d'un village, il n'y en a que 2 qui représentent tout le village et qui viennent voter. Sauf que, donc, dans l'Aisne, malgré ça, alors, non seulement le scrutin, il a lieu au mois de juillet, il a lieu dans les chefs-lieux de canton, donc, ensuite, ça se passe en assemblée. Vous savez que chacun doit passer après son tour. Donc, non seulement vous faites 5 km à pied pour aller voter, ensuite, vous attendez des heures avant de mettre votre bulletin, et puis et au final, vous repartez. Donc, et en plus, on est au mois de juillet, c'est le grand moment de la saison agricole, donc vous comprendrez que les Français ruraux, ils ont un peu autre chose à faire que d'aller voter dans les chefs-lieux. Donc, le taux de participation n'est pas terrible. En France, dans l'Aisne, on est dans la moyenne nationale, on est à 18%, sauf quelques exceptions notables. Et alors, il y a 2 belles exceptions, c'est Soissons et c'est Laon. À Laon, on a 112,8% de participation. 112. Ah non, mais j'ai pas cru, j'ai refait mes calculs, je suis pas un dieu des maths, mais je pense que je maîtrisais assez l'outil mathématique pour, après 4 calculs, toujours aboutir au score de 112,8% de participation. C'est stalinien. Complètement. Et hop, on a 100% d'approbation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Pourquoi on a ce score absolument astronomique ? Eh bien, tout simplement parce que, par le mouvement contestataire, bien encouragé, avec la bénédiction de l'Assemblée départementale, où on retrouve désormais comme homme fort du pouvoir départemental, au Conseil général, le nouvel homme fort s'appelle Polycarpe Pot-au-Feu, le Lannoy. Polycarpe Pot-au-Feu s'est fait élire comme homme fort, procureur général syndic du département. Et bien, avec la bénédiction de Pot-au-Feu, sous son couvert, les militants jacobins lannois ont pris leur revanche sur la municipalité et l'administration de district modéré à l'occasion de ce scrutin. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Pourquoi on obtient ces taux formidables ? Eh bien, parce que, je vous l'ai dit, les militants jacobins vont faire un vrai travail de militantisme. Ils vont aller sur les marchés, ils vont inciter les gens à voter. Il y a une vraie mobilisation politique parce que, en fait, le scrutin, il est vu comme un moyen de fragiliser le pouvoir de la municipalité. Le deuxième, c'est on va donner une publicité maximale à
à la consultation référendaire. On va la lire, d'accord, parce qu'on vote en fait pour une constitution. Donc ces militants vont sur les marchés venir sur un tréteau lire la constitution et expliquer un petit peu quels sont les enjeux des articles proposés. Et enfin, on va en toute illégalité, et c'est ce qui explique les 112% de participation, on va admettre ceux qui sont exclus du droit de vote. Et à Laon, c'est vraiment je crois, sur le plan national, ça s'est produit à 4 ou 5 endroits, et dont Laon. À Laon, on a admis, on a même poussé les femmes à participer à un scrutin dont elles étaient exclues. On a aussi poussé les militaires à participer à ce scrutin dont ils n'avaient pas le droit de participer. Alors évidemment, quand vous avez les listes électorales des gens qui ont le droit de voter, je vais prendre un chiffre fictif, on attend 600 personnes à l'an, et si vous rajoutez sur cette liste tous ceux qui n'ont pas le droit de voter, vous obtenez évidemment ce score de 112,8% de participation. Surtout que les Lannoises, elles ne sont pas inactives. On a trop tendance à ramener le militantisme révolutionnaire féminin aux citoyennes tricoteuses parisiennes, à Olympe de Gouges, un des plus célèbres, mais à Laon, en fait, c'est le seul cas que j'ai trouvé dans le département. C'est même pas moi qui l'ai trouvé, c'est mon collègue Jacques Bernet. Jacques Bernet a relevé à Laon l'existence, la fondation, au printemps 1793, d'un club de femmes. Voilà. Qui s'appelait la Société des Républicaines, qui a donc été créée à Laon en février 1793, club pro-montagnard, et qui réclamait évidemment l'inclusion politique des femmes dans la citoyenneté. Et donc on a à Laon 132 citoyennes qui sont venues voter le premier jour, incitées en cela par leurs collègues masculins jacobins. Et au final, on a quelque chose d'absolument incroyable, puisqu'on a 743 Lannoises, j'ai décompté, il y a 743 Lannoises qui auront donc pris part à ce vote dont elles étaient exclues. Voilà. Et puis, une autre fraude, tant qu'on y est, continuons. Il faut que la Constitution, il faut que l'on dise aux montagnards combien l'on soutient la prise du pouvoir par les montagnards. Alors, le scrutin, il est prévu une journée. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a des gens qui ne peuvent pas ce jour-là, puis le vote par procuration, ça n'existe pas. Bon, on décide qu'on va voter pendant une semaine. Voilà. Donc, vous comprendrez pourquoi on a 112,8% de participation. Alors pourquoi 100% d'approbation? Parce que c'est les plus politisés qui vont voter. Et puis, quand vous n'approuvez pas, eh bien, autant ne pas vous présenter, puisqu'il y a plusieurs cas, j'ai relevé des cas d'intimidation physique, des gens qui étaient connus pour avoir des positions plus modérées. Eh bien, on leur a fait comprendre qu'ils n'avaient pas intérêt d'aller voter. Donc, eux, ils ont voté, ceux qui étaient contre le projet, ils ont voté avec leurs pieds. Voilà. Donc, la conclusion de tout ça, c'est que c'est une démonstration de force dans une ville qui est réputée modérée et plutôt tiède à l'égard du pouvoir montagnard. On a là une véritable démonstration de force qui aboutit évidemment à marginaliser la municipalité et l'administration du district. Donc, si vous voulez, vous avez un axe politique nouveau qui se forme à Laon entre l'administration du département tenue par Pot-au-Feu et les militants jacobins qui ont réussi une superbe démonstration de force, et les uns les autres vont s'arranger pour marginaliser la municipalité lannoise. Alors, voilà, je vous ai donc fait quelque chose d'assez factuel en vous montrant un petit peu les différentes scansions de la conflictualité politique dans la ville de Laon. Donc maintenant, on va essayer de manière un peu ambitieuse, peut-être prétentieuse, je ne sais pas, à essayer de comprendre quels sont les ingrédients du conflit politique, comment on prend le pouvoir, comment on le garde à Laon pendant la Révolution, en tout cas de 1790 à 1793. La première chose alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Eh bien, il faut d'abord constituer des réseaux d'alliances. On ne prend pas le pouvoir, on ne prend pas et on n'exerce pas le pouvoir à Laon seul.
Constituer des réseaux d'alliance, eh bien, c'est trouver des partenaires institutionnels sur lesquels on peut s'appuyer. Je vais vous prendre un exemple à partir de des cas que j'ai développés précédemment. Au printemps 1792, eh bien, l'administration du district et la municipalité font cause commune contre le département Feuillants. Vous voyez, là, une alliance du district et de la municipalité en 92 contre l'administration départementale. On a la même configuration, mais cette fois qui change, à l'automne 92. Je vous ai dit, en septembre 92, de manière inégale, on a eu une administration du département qui est républicaine révolutionnaire, et puis en octobre et en novembre, on a un district et une municipalité qui le sont beaucoup moins. Eh bien là, dans ces cas-là, la municipalité et le district font cause commune pour faire obstruction aux mesures les plus révolutionnaires du département. D'accord ? Donc, la constitution des réseaux d'alliance est absolument primordiale. Voilà. Mais l'alliance, ça n'est pas qu'entre pouvoirs constitués, c'est pas qu'entre municipalité, administration de district et administration de département. C'est peut-être aussi s'allier à des mouvements collectifs, ce qu'on appelle des mouvements citoyens. Ça peut donc être s'allier à la société politique. On a vu le cas, par exemple, le dernier cas que j'ai développé, en juillet 93, au moment du référendum, c'est l'administration du département qui va s'appuyer sur les Jacobins de Laon, d'accord, pour mettre en minorité, fragiliser la municipalité. Excusez-moi, la municipalité et le district. L'autre cas de figure, c'est évidemment, on ne peut, c'est Pascal, hein, la justice, la loi sans la force n'est rien. Eh bien, en révolution, c'est aussi le cas. La force armée, c'est le pivot du pouvoir. Donc, dans les affrontements entre pouvoirs, il faut toujours se ménager la force armée. Force armée qui est multiple en révolution. Vous avez une force armée qui est la garde citoyenne, ce qu'on appelle la garde nationale, qui dépend des municipalités. Et vous vous souvenez, lors des émeutes frumentaires de l'hiver 1791, eh bien, la municipalité de Laon, qui ne voulait pas intervenir pour casser les grèves et les attaques de bateaux qui partait de Pont-Aven, avait ordonné à la garde nationale de ne pas intervenir. Alors que le département demandait à la municipalité d'envoyer la garde nationale pour rétablir l'ordre et laisser partir les bateaux. Eh bien, voilà. Autre cas de figure. Et comment le département s'en était sorti? Eh bien, non pas puisque la garde nationale faisait cause commune avec les protestataires et avec la municipalité de Laon, il avait résolu à envoyer l'armée de ligne. L'armée de ligne qui sera un pouvoir majeur. Je ne vais pas développer là, mais par exemple, la sortie de la terreur à Laon se fait par une alliance entre la municipalité de Laon et l'armée de ligne. Voilà, contre l'armée révolutionnaire parisienne. Mais ça, c'est une autre histoire, je ne vais pas développer. Comment le pouvoir judiciaire aussi a un énorme poids dans ces conflits politiques. Pourquoi? Parce que les juges, vous savez que la Révolution a pour principe la souveraineté nationale. La souveraineté nationale passe par le vote. Et donc, la spécificité de la Révolution, c'est que tous les pouvoirs doivent être élus. Dans l'armée, on élit ses officiers. Ce seront d'ailleurs, la plupart, c'est de là, c'est dans ce principe d'élection, où en gros, on va élire les plus valeureux, les plus charismatiques. Bon, pas toujours, je vous rassure. Mais les plus charismatiques vont former les futurs généraux de l'Empire. Donc on élit les pouvoirs, et on va donc élire les juges. Alors, l'élection des juges, au début de la Révolution, c'est aussi un scrutin censitaire. Donc, si vous voulez, vous avez une homogénéité politique et sociale entre les administrateurs du département et les juges. Donc, on cherche à judiciariser les conflits, parce que quand la justice va se prononcer, souvent, elle va toujours se prononcer en faveur du pouvoir qui lui est le plus proche. Et donc, lors des grands affrontements entre l'administration départementale et la municipalité de Laon et les Jacobins, c'est-à-dire en 1791, eh bien, le pouvoir judiciaire prend fait et cause toujours pour l'administration départementale. Donc, on est aussi dans une logique de pas de violence sanglante. Ça, j'ai oublié de vous le dire, mais je vous ai parlé de conflits, mais il n'y a pas de mort dans tout ce que je vous raconte.
Alors, il y a éventuellement 2-3 petits coups de poing dans les rues, il y a de la vocifération, mais il y a cette culture du droit. Il ne faut pas oublier que les hommes de 89, les révolutionnaires, ceux qu'on a envoyés aux États généraux, et puis ceux qu'on envoie ensuite à la législative et à la Convention, c'est tous majoritairement des juristes. Les administrateurs qu'on va élire à la tête des départements, et dans l'Aisne c'est le cas, c'est majoritairement des juristes. C'est des hommes qui sont pétris d'une culture juridique et qui d'ailleurs croient que le droit peut tout. Et donc, on va judiciariser quand même tous ces conflits, tout en sachant qu'en les judiciarisant, les juges ne sont pas complètement impartiaux. On va enfin jouer des dissensions internes au groupe et au pouvoir. Alors là, il faut un peu arrêter de croire, ça c'est valable hier comme aujourd'hui, que les pouvoirs sont homogènes. Aujourd'hui, c'est évident, quand on dit Conseil général de l'Aisne, tous les gens qui sont au Conseil général de l'Aisne n'ont pas la même étiquette politique. Bon, à l'époque, c'est un peu le même cas. Je vous donne un exemple que j'ai développé. L'administration du district de Laon. En 1791, elle est profondément divisée. Vous avez des modérés à sa tête et vous avez un gars comme Pot-au-Feu. Et Pot-au-Feu et Bourdin sont en minorité, mais ils ont un tel charisme qu'ils réussissent à infléchir le cours politique. Alors, il y a des divisions entre les uns et les autres. Ils administrent ensemble, mais ils ne sont pas mariés, voire même ils ne se sont même pas embrassés. Donc, on peut jouer des divisions. Et c'est comme ça que le département réussit à faire appliquer la loi lors des grandes grèves de Pont-à-Vert pour le départ des grains. Comment? Eh bien, le district fait obstruction, ne veut pas appliquer les directives du département pour briser la grève. Eh bien, que fait le département? Eh bien, il met de côté Pot-au-Feu et il demande à un de ses opposants au district, Courteville, d'exercer la fonction avec promesse de récompense, de l'aide de recommandation pour réussir une grande carrière politique. Vous voyez, on peut jouer des divisions internes à chaque corps. Il ne faut pas... Voilà. Donc ça, je vais passer. Voilà. Comment peut-on garder le pouvoir à Laon, comme dans la plupart des villes en période de révolution? Eh bien, en jouant, en manipulant les citoyens. La manipulation, comment? Eh bien, sur cette question, les pouvoirs en conflit divergent quant à l'attitude à tenir. En ce sens, la querelle dans le clocher est productrice de politisation et organisatrice d'un espace public démocratique. Elle fait survenir, si vous voulez, le politique dans la cité. Alors, les citoyens sont érigés en arbitres des conflits entre les pouvoirs. La population devient donc un tribunal de l'opinion qu'il faut convaincre. Alors, comment convaincre cette population? Eh bien, il faut d'abord maîtriser la production et la diffusion de ce qu'on appelle aussi faire des fêtes, des cérémonies publiques dans lesquelles on va distiller des messages politiques. Et puis, à défaut de messages, il y a quelque chose qui marche très très bien. En révolution, même pas forcément révolution, mais en révolution, on sait l'impact que ça a eu, c'est la rumeur. C'est colporter la rumeur ou créer des fausses rumeurs. Ça, Et donc, voilà un des enjeux pour décrédibiliser l'adversaire ou pour convaincre, eh bien, on va créer des mots d'ordre ou créer des rumeurs. Et alors, à Laon, eh bien, le cas se retrouve. Je vais vous donner deux exemples. Le premier, c'est les élections d'octobre-novembre 1792, les premières élections municipales de la Révolution à Laon. Je vous ai dit, ces premières élections municipales se sont soldées par la victoire de modérés. Alors, comment ça s'est passé? Là aussi, les élections ont été difficiles, ont été marquées par des fraudes, par des conflits. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les modérés ont utilisé le musicien municipal et l'écrieur public pour convier les citoyens à entendre la déclaration des candidats. Parce que la Révolution, en plus, j'ai oublié de vous dire, mais interdit la candidature. C'est toujours l'idée que on doit avoir conscience de qui est le meilleur. La candidature, c'est favoriser
la combinazione, si vous préférez. C'est quelqu'un qui se déclare candidat peut organiser autour de lui une magouille. Donc on veut que les gens se réunissent pour voter et choisir un peu. Alors finalement, il n'y a aucun acte de candidature, mais qu'est-ce que les gens qui ont envie d'être maire, etc., qu'est-ce qu'ils font? Ils le disent, d'accord? Il n'y a aucun texte écrit, mais on utilise la parole. Donc, on convie les gens, voilà, à se réunir, on mobilise les crieurs publics et on les invite à se rassembler à la cathédrale de Laon pour voter, pour chanter la Marseillaise. Et donc, on envoie des contre-feux. C'est-à-dire qu'on y a une invitation à venir à Laon, dans la cathédrale, chanter la Marseillaise, alors que ceux qui sont élus sont, moins qu'on puisse dire, plutôt très très tièdes par rapport au républicanisme. Donc vous voyez, on va essayer un petit peu de mobiliser la population et de la tromper un petit peu sur les intentions de ceux qui ont envie de se faire élire. La deuxième, l'autre technique, c'est exclure les citoyens. Alors exclure les citoyens, je vous ai parlé de la technique des Jacobins, notamment au plébiscite, à la consultation référendaire de 1793, l'intimidation physique, mais c'est aussi des manœuvres plus sourdes. Je reviens aux élections municipales de Laon à l'automne 1792. Je vous ai dit tout à l'heure que le 11 août 1792, on a eu un décret qui élargissait le corps électoral, c'est quasiment la naissance du suffrage universel masculin. Bon, le décret est pris, donc il doit s'appliquer. Sauf que, à Laon, pour ces élections municipales, on va bien se garder de publier, de faire de la publicité pour ce décret. Et quand on regarde qui a élu la municipalité de Laon en 1792, eh bien les listes électorales sont les mêmes qu'une année plus tôt. On n'a pas tenu compte de l'avènement du suffrage universel pour voter la municipalité. Donc là, il y a eu un vrai calcul politique, une volonté d'exclusion de citoyens qui étaient censés avoir le droit de voter. Voilà. Et puis, réussir à séduire, à convaincre, à mobiliser les citoyens, la meilleure des façons, je vous l'ai déjà dit, c'est d'incarner le politique. C'est d'avoir des personnes connues, qui ont une notoriété, qui vont incarner un courant politique. Et donc, on va avoir une personnalisation de la vie politique à Laon autour d'un certain nombre de figures. Alors, Rusé, qui semble sortir de son chapeau en 1791, mais les grandes figures à Laon qui vont incarner le politique, c'est le Carlier, plutôt modéré, c'est surtout Polycarpe Pot-au-Feu, et puis c'est quelqu'un qui n'est pas du tout de Laon, mais qui va avoir un rôle en 1792 à l'administration départementale, c'est l'ancien vicaire épiscopal Marie-Maurice Rivoire. Et donc, si vous voulez, il y a un affrontement Pot-au-Feu-Rivoire, comme il y aura des affrontements Pot-au-Feu-Le Carlier. Et le meilleur moyen, finalement, de donner une visibilité à ce qui fait le politique, à l'idée politique, c'est encore de la personnaliser et de l'incarner. Voilà, je ne vais pas développer tous mes exemples, parce que je pense que vous en avez marre. Non, bon, j'espérais que vous allez me dire massivement non. Alors, dans tout ce que je vous ai dit, on a l'impression que les citoyens sont, pour paraphraser De Gaulle, des veaux. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une masse à manipuler, à séduire, à convaincre. Non, pas forcément. Les citoyens, à Laon, sont aussi des acteurs, et pas seulement des enjeux. Des acteurs, pourquoi? Parce qu'il y a comme ça, ils peuvent survenir sur la scène politique. Le meilleur exemple, je vous l'ai dit, c'est le référendum de juillet 1793, où, à la surprise générale, dans un pays où on ne participe pas, dans un département où on a 18% de participation, là on a 112%, et sans rien leur demander, il y a une espèce de mobilisation des Lannois pour ce vote qui sert notamment à déjuger la municipalité. Et je reviens à cette grande idée, c'est que le conflit, contrairement à ce qu'on peut croire en révolution, n'est pas forcément un conflit sanglant, parce que les révolutionnaires sont d'abord des juristes, et donc tout doit être légitimé, légalisé. Regardez, même quand les montagnards font leur coup de force contre l'Assemblée
l'Assemblée légale, l'Assemblée des Girondins à Paris, hein, quand il convoque les sections sans-culottes de Paris et qui prennent d'assaut l'Assemblée, qui décrètent d'arrestation le 2 juin les Girondins, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont s'empresser de faire? Ils vont essayer de donner une légitimité en organisant un référendum qui sert à dire, en fait, c'est pour approuver ou pas la constitution montagnarde. Le véritable enjeu, c'est de dire oui ou non à la prise de pouvoir des montagnards. Donc, si vous voulez, le conflit va toujours essayer de trouver un fondement juridique. Alors, je vais vous donner quelques exemples. La bataille électorale à Laon de l'automne 1792, celle qui a vu les modérés reprendre la mairie de Laon à l'automne 92. Eh bien, je vous ai dit, il y a des tentatives d'exclusion des citoyens, puisqu'on ne convoque pas tous les citoyens qui ont reçu le droit de vote. Et évidemment, des plaintes vont être déposées par les perdants, par la municipalité déchue, celle de Ruzé, qui est appuyée par les Jacobins. Et donc, on va avoir des recours. Et on va invoquer les lois électorales. Et donc, je vous passe les détails, parce que ça peut durer, et puis si on est dans de l'argutie juridique, mais vous allez avoir, en gros, chacun va se référer à des articles de loi pour contester l'autre. Donc, les Jacobins et la municipalité déchue estiment que la nouvelle municipalité de Laon a été élue de manière frauduleuse parce qu'elle n'a pas respecté les textes de loi, notamment parce qu'elle s'est tenue en permanence avant d'être élue. Bon, je vous passe les détails. Et la municipalité nouvellement élue va elle aussi rechercher dans la loi de quoi invalider la requête de la municipalité déchue. Et donc, vous allez avoir un conflit juridique qui va être tranché. Où? Eh bien, par l'État. Et l'État, le pouvoir central de l'État, que va-t-il faire? Il va demander à l'administration du district de prendre parti. En disant, mais qu'est-ce qui s'est passé là pour les élections municipales? L'administration du district, qui a été élue un mois plus tôt et qui est modérée, va faire un très long rapport, plusieurs pages, relatant tous les événements, et dans lequel la conclusion, c'est les élections sont tout à fait légales et normales. Ceux qui les contestent sont dans l'illégalité. Donc voilà comment le conflit se termine. Et vous voyez qu'il y a, finalement, les perdants vont devoir attendre quelques mois, saisir l'occasion du référendum pour affirmer leur contestation, parce que finalement, on est quand même quand on conteste l'élection, on respecte encore la loi, même si on pense que cette loi a été en l'occurrence injuste ou mal interprétée. Dernier cas, voilà. Bon, ça je vous passe. Voilà. Le dernier cas, c'est comment on réussit à prendre le pouvoir et à le garder à Laon, comme dans tous les chefs-lieux, eh bien, en manipulant le pouvoir central. Alors ça, c'est quelque chose auquel j'insiste. Longtemps, dans l'historiographie, il y avait la culture de la bulle. C'est-à-dire, le local, c'est le chef-lieu, la ville locale, c'est une bulle qui est coupée du monde, et où ne comptent que les affrontements entre les gens. Mais pas du tout, en fait. Parce que les gens qui s'affrontent, ils prennent des cultures politiques qui viennent d'ailleurs, ils récupèrent des mots politiques qui circulent, qui viennent d'ailleurs, et puis, en fait, quand je dis que les pouvoirs à Laon, c'est l'administration départementale, l'administration du district, l'administration municipale, les mouvements citoyens, l'armée, mais c'est aussi l'État. Parce que le pouvoir central de l'État à Paris, les ministères, l'Assemblée nationale, ils sont constamment sollicités par les pouvoirs qui s'affrontent entre eux. Ils sont sollicités comme arbitres. Alors, pour que les ministères rendent une décision favorable un parti plutôt qu'un autre, une administration plutôt qu'un autre, il faut le manipuler. Il faut lui envoyer des informations qui soient exactes ou un petit peu erronées. Mais l'objectif, c'est de toujours avoir avec soi le pouvoir central de l'État. Alors, l'exemple type que j'ai un petit peu développé, c'est, vous vous souvenez, le conflit, la revanche du mouvement révolutionnaire lannois
Après sa défaite lors des grèves de Pont-Aven, il prend sa revanche au mois de mai 1792 avec la grande affaire de la publicité des séances. D'accord ? Où on avait lancé, les Jacobins avaient lancé une grande campagne pétitionnaire et la municipalité qui était de Mèche avait dit oui, moi j'accorde la publicité de mes séances. L'administration du district était partagée et puis le département ne voulait pas. Et donc l'affaire a été portée au ministère de l'Intérieur. Chacun, et ça c'est très beau parce que l'administration du district dit ouvertement « Je ne veux pas ouvrir mes séances ». Pourquoi ? Parce qu'on va se retrouver, on ne sera pas libre de prendre les décisions parce que ceux qui vont venir assister aux séances, c'est les plus enragés et en gros ils vont probablement nous intimider. Et puis la municipalité dit « Mais nous, on donne la publicité des séances et c'est en substance ce qu'elle a écrit, ministre de l'Intérieur Roland, nous on autorise les gens à venir parce qu'on n'a rien à cacher. Nous on ne complote pas. Sous-entendu, on ne complote pas comme l'administration départementale. Donc vous voyez, et finalement, c'est le ministre qui va se retrouver à trancher une situation. Et donc il va décider la publicité des séances dans le département. Et encore une fois, le local, c'est pas un bocal. Parce que ce combat pour la publicité des séances, aujourd'hui on appellerait ça transparence, en fait on le retrouve dans plein d'autres localités en France où il y a des conflits politiques. Vous voyez, c'est un mot d'ordre qui n'est pas spécifiquement local, c'est un mot d'ordre national qui circule. Voilà, donc j'en arrive un petit peu à je crois qu'il est un peu temps de conclure. Alors, comment j'aimerais conclure ? En montrant que le pouvoir dans le clocher départemental, au chef-lieu, dépend toujours d'un jeu relationnel. C'est toujours mouvant. On n'est pas dans des jeux politiques. Alors évidemment, en Révolution, c'est accru à cause des formes d'instabilité, mais ça bouge tout le temps. Les alliances entre les pouvoirs bougent, les causes de la mobilisation bougent, et donc c'est un jeu relationnel qui est toujours collectif, dans lequel priment les alliances entre les pouvoirs, entre tous les pouvoirs, qu'il s'agit de pouvoirs constitués ou de pouvoirs qui ne le sont pas, les clubs citoyens, je pense à la garde nationale en particulier. Donc un jeu d'alliances à géométrie variable. Pour comprendre les querelles dans le clocher, il ne faudrait pas non plus tomber dans deux écueils. Le premier de ces écueils, c'est rester prisonnier d'une analyse microscopique qui serait valable à Laon comme dans toutes les localités, à ne considérer que ce qui fait le conflit, ce sont des haines entre les personnes. Non, j'insiste beaucoup sur cette idée, il faut faire une histoire locale qui soit une histoire connectée. Le local, hier comme aujourd'hui, et à Laon, c'est vrai, moi cet argument, on subit des influences extérieures. Et à Laon, pendant la Révolution, évidemment, on est extrêmement bien relié à Paris, on est à proximité du front, il y a des hommes qui passent, qui descendent en permanence, on a des routes royales, il faut une journée à Bride-Battue pour faire Paris-Laon. Donc les mots d'ordre circulent et se produit des greffes avec les enjeux politiques locaux. Alors, ce local-bocal, je veux bien le concevoir pour un village sur le plateau de Millevaches. Mais ici, en Picardie, c'est pas concevable, parce que ça circule. On est entre deux grands pôles qui sont le nord de la France déjà urbanisé, qui est un champ de bataille, et puis le poumon de la Révolution qui est aussi Paris. Donc ici, on est dans un espace qui est battu par les nouvelles, qui est battu par les mots d'ordre politiques, et évidemment, la grande intelligence politique des acteurs locaux, c'est de récupérer et de digérer ces mots d'ordre politiques pour les réinvestir dans leur propre lutte locale. Donc ça, c'est le premier exemple. Et je voulais donc dire que finalement, c'est l'irruption des enjeux politiques nationaux qui devient un catalyseur de la vie politique locale. Il n'y a pas forcément d'indépendance et
de la vie politique locale. Le second écueil, le premier écueil, c'était le local-bocal. Le second écueil, c'est l'effet grossissant. L'effet grossissant, un effet de loupe qui serait exclusivement placé sur la conflictualité au sein du chef-lieu départemental. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les querelles ne sont pas irrémédiables. Les moments d'unité, même d'unanimité entre les pouvoirs existent. Parce que là, vous allez être en train de dire, mais là, on passe son temps à s'étriper, quoi. Ah non, il y a des moments où on ne s'étripe pas. Il y a des choses qui font consensus. Et alors, la chose qui fait le mieux consensus à Laon, eh ben, c'est la défense du chef-lieu. Là, de Pot-au-Feu à Courteville, de Pot-au-Feu à Le Carlier, tous les Lannois sont d'accord. Laon doit rester le chef-lieu. Parce que c'est pas... Nous, on croit que tout est joué en 1790, mais Soissons, jusque sous l'Empire, va réclamer le chef-lieu. Et là, les divisions politiques sont complètement transcendées pour défendre les intérêts de la localité lannoise. Et ça, on l'aura à de multiples reprises pendant la Révolution. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Question? Il y a quelques personnes qui ont des questions à vous poser. J'ai vu Guy Maripol dans la salle, Claude Carême. Ils ont travaillé sur la question. Claude, on t'écoute. Ah non. Moi c'est fini, je ne parle plus. Qui? Enfin, vous avez arrêté votre réflexion politique à 93. Ah oui, mais si vous voulez, je peux... C'était intitulé 194, et j'attendais 94. Ah ben, je peux y aller, mais il faut remettre 40 minutes au compteur, parce que 94, il se passe plein de choses, et notamment, comme je voulais un petit peu susurrer, quoi, il y a une sortie de la terreur. Alors, une sortie de la terreur. En même temps, est-ce qu'il vaut encore la peine de parler de terreur à Laon? Mais en tout cas, on sort d'une période de moment d'exception politique. On en sort encore par une configuration des pouvoirs. Dans l'Aisne, c'est assez rigolo parce que, en fait, on sort de la terreur très tôt. En France, officiellement, on dit qu'on sort de la terreur en Thermidor, c'est-à-dire au mois de juillet 94. Quand, en gros, Robespierre est renversé par une alliance des ultra-terroristes, Carrier, ceux qui ont commis des massacres dans l'Ouest, en Vendée, ils sont revenus à Paris, et là, ils sentent que la guillotine n'est pas loin parce qu'on veut leur faire payer leurs exactions, à juste titre d'ailleurs. Et puis, il y a tout ce grand marais de gens qui ne disent rien, dont un homme politique local, pour lequel j'ai plutôt beaucoup d'estime, qui est Jean Debré. Et en fait, le marais a peur des robespierristes, et puis les ultra-terroristes ont peur aussi parce qu'ils sentent qu'ils vont devoir rendre des comptes. Et les uns et les autres s'allient, et puis renversent Robespierre. Bon, c'est connu, c'est le 9 Thermidor. Donc ça, c'est dans le récit national, c'est le moment où la terreur s'arrête. Maintenant, quand on regarde les départements, en fait, on a des situations très variées. Et alors, dans l'Aisne, c'est formidable parce que Thermidor, c'est en germinal. Donc germinal, dans le calendrier révolutionnaire, c'est le mois de mars. Le mois de mars, et là encore une fois, on va être dans l'illustration globale locale. Le local n'est pas un bocal. Pourquoi? Parce qu'en gros, il y a un gros ressentiment ici à Laon contre une autre armée. Je dis, il y a l'armée de ligne, professionnelle, qui l'est moins parce que c'est l'armée, à partir de 92, ça devient l'armée des fédérés, etc. La garde nationale, et puis une nouvelle armée qui est là, dans l'Aisne, qui est bien connue parce qu'il y a un historien britannique qui l'a étudié, qui s'appelle Richard Cobb, c'est l'armée révolutionnaire parisienne. C'est une armée ultra-révolutionnaire de Parisiens et qui sillonne en fait tous les départements autour de Paris pour réquisitionner du blé pour nourrir Paris. Et en même temps qu'ils réquisitionnent le blé,
ils font appliquer des mesures ultra-révolutionnaires. On leur impute, à juste raison, par exemple, le court moment des christianisateurs dans l'Aisne. Et cette armée, sans culotte, elle incommode tout le monde. D'accord ? Parce que c'est pas la même culture politique, parce que, donc à la fois les militants révolutionnaires locaux les aiment sans plus que ça, enfin, c'est des alliances de circonstances, et la municipalité de Laon souhaite s'en débarrasser elle aussi, et donc l'armée les déteste. L'armée les déteste parce qu'ils contestent un petit peu, ils contestent la hiérarchie, ils contestent le rôle de l'armée, et donc à Laon, la cohabitation se passe très très mal, et donc on attend le premier signal pour s'en débarrasser. Alors on le fait une première fois, c'est au mois de février, ça ne marche pas. Parce que ça ne marche pas, parce qu'à Paris, on donne des gages, le pouvoir robespierriste donne des gages à cette armée révolutionnaire parisienne. Et puis comme vous le savez, Robespierre, Saint-Just, décide de se débarrasser de leur contestation à droite et surtout de leur contestation à gauche, l'ultra-gauche, le mouvement cornelier. Et donc, le mouvement Cordelier, c'est l'armée révolutionnaire parisienne. Le mouvement Cordelier, c'est le célèbre Hébert. Et donc, au début du mois de mars, le comité de salut public, dominé par Robespierre, fait arrêter Hébert et le fait guillotiner, et avec lui tous les meneurs de l'ultra-gauche. Et dès que la nouvelle est su à Laon, 48 heures plus tard, eh bien, la municipalité ordonne de fermer les portes de la ville de Laon et demande à l'armée d'aller désarmer l'armée révolutionnaire parisienne. Et l'armée y va de bon cœur. Vous voyez, l'armée est un pouvoir politique. Ça, on a un peu trop tendance à l'oublier. Voilà, l'armée n'est pas neutre. Donc là, voilà comment à Laon, on sort de la terreur au mois de mars. Et la terreur, on en était déjà dans l'Aisne considérablement sorti au mois de janvier, puisque il n'y a pas de sang, on ne guillotine pas. Il y a eu 2 guillotinés dans le département de l'Aisne, 2 nobles émigrés, donc là, ils tombaient sous le coup de la loi. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait dans l'Aisne? On a surtout fait des arrestations provisoires qui se sont produites pour l'essentiel à Saint-Quentin, parce que Saint-Quentin, c'est à 20 km du front. Et donc là, on a peur de la 5e colonne, et on décide au mois d'août, vous savez qu'il y a une grande loi, qui est la loi des suspects, qui est prise le 17 septembre, et bien dans l'Aisne, les représentants en mission, c'est-à-dire les députés qui vont sur le terrain pour essayer de résoudre les problèmes d'application de la loi, décident d'anticiper les choses, puisque au milieu du mois d'août, les représentants en mission font un décret demandant de mettre en arrestation tous les nobles et leurs parents dans le département de l'Aisne, et particulièrement dans le district de Saint-Quentin et Vervins, ceux les plus exposés à l'invasion autrichienne. Je vous rappelle que dans le nord du département, Wassigny, Étreux, Oisy, etc. sont mis à sac par l'armée autrichienne au début du mois de septembre. Donc la mesure préventive, on les décrète d'arrestation. Donc en fait, on décapite les grands patrons des manufactures saint-quentinoises. On incarcère les nobles, mais on les incarcère. Et on les incarcère à Laon, on les incarcère dans l'Oise. On les incarcère à partir du mois de septembre. Et au mois de janvier, leurs représentants de mission roux les libèrent. Alors ils les libèrent parce qu'il y a trop de monde dans les prisons, il y a des maladies. Ils les libèrent parce que la nuit a reculé, que le danger de la 5e colonne est moindre. Et il les libère parce qu'il a plus ou moins conscience qu'ils ne sont pas spécialement très dangereux. Donc en fait, en janvier, on a une sortie de la terreur. Et puis, on attend des nouvelles de Paris, une impulsion parisienne qui est donnée par la décapitation de l'ultra-gauche au mois de... Je dis ultra-gauche, c'est pour faire simple, mais au mois de mars 1994. Et là, en fait, on a une alliance entre la municipalité de Laon et l'armée pour désarmer l'armée révolutionnaire parisienne et sortir tout doucement d'une terreur qui n'existait plus que par l'armée révolutionnaire parisienne à partir du mois de janvier. Vous avez dit tout à l'heure que tout le monde était pour la guerre. Oui.
Et il y en a au moins un. Oui. Les souvenirs sont bons. Exact. Si tu n'es pas d'accord, Oui. c'est Robespierre. C'est Robespierre. Alors, comme je pense qu'on lui en met sur le dos bien plus souvent qu'à son tour, Oui. je crois qu'il faut au moins ce jour-là le réhabiliter. Alors Robespierre était contre la guerre pour un... Alors quelle était la raison pour laquelle Robespierre s'opposait à la guerre? Un calcul politique qui était juste. C'est qu'en fait, il pensait que la guerre amènerait la prise de pouvoir en France d'un militaire. Alors, on a tous dit, ouais, il a tout compris, il a compris comment Bonaparte, en l'occurrence, va prendre le pouvoir quelques années plus tard, en novembre 1799, c'est-à-dire le général couvert de gloire qui revient et qui prend le pouvoir. Oui, sauf qu'en fait, Bonaparte, en 93, il est quand même inconnu de beaucoup de monde, d'accord, c'est pas encore un général. En fait, Robespierre pense à Lafayette. Absolument. Et le calcul était assez juste, puisque Lafayette, avec le Conseil général le directoire du département de l'Aisne, le directoire du département du Pas-de-Calais, celui de la Somme, celui des Ardennes, va tremper dans un grand complot après le 10 août pour essayer de descendre sur Paris, renverser le Conseil exécutif provisoire de la République et rétablir le roi sur le trône. Alors pourquoi le complot de Lafayette échoue? Parce que déjà, il y a eu des interventions au sein du directoire de l'Aisne. Il y a un homme, Beffroy, qui prend la parole et qui va s'opposer aux menées à cette idée de complot. Parce qu'on envoie des députés dans les départements, parce que ça on le sait, on se doute pourquoi. Parce que quand il y a eu des tensions entre le roi et les mouvements républicains, vous vous souvenez, il y a eu une première invasion des Tuileries au mois de juin, ou le 20 juin, où le roi, vous savez, les Tuileries sont envahies. Pourquoi? Parce que le roi s'oppose en fait à prendre des mesures d'urgence. Et notamment, une célèbre mesure d'urgence, c'est établir un camp à côté de Paris, le célèbre camp de Soissons des Fédérés. Le roi s'y oppose, parce qu'en fait, le roi n'a pas du tout envie de voir les fédérés se rassembler à Paris, parce qu'il sait très bien que ça va être dangereux pour son pouvoir. Donc il s'oppose. Il a un droit de veto. Droit de veto, c'est-à-dire il bloque l'application d'une loi pendant 2 ans. Et toutes les lois qu'on demande pour, en gros, provoquer un sursaut militaire, le roi s'y oppose. Donc les gens sont surexcités, d'autant que l'ennemi approche. Donc que font-ils? Eh bien, le 20 juin, ils envahissent les Tuileries contre Monsieur Veto. Et là, le roi a eu l'habilité politique de les calmer en prenant c'est connu comme épisode, il prend un bonnet phrygien dans son culotte, il s'en revêt et il se déclare roi sans culotte. Ça permet d'apaiser les tensions et de recommencer. Mais en fait, il ne gagne qu'un répit. Et donc, il y avait cet enjeu sur les fédérés, l'établissement d'un camp à Paris ou à Soissons, et le roi s'y était toujours opposé. Et donc, à ce moment-là, après donc la première invasion des Tuileries, bien le département de l'Aisne, un certain nombre de districts, le département du Pas-de-Calais et de la Somme, ont envoyé des adresses de soutien au roi, en lui disant que s'il devait y avoir de nouveau un attentat contre sa personne, si on devait l'attaquer, il pourrait compter sur eux. Alors, après le 10 août, évidemment, les députés ne sont pas stupides. Et Jean de Brie, qui est le grand député de l'Aisne à la législative, connaît très bien la situation locale pour savoir qu'effectivement, l'administration du département de l'Aisne ne va pas cautionner le 10 août. Donc, que vont faire les membres du Conseil exécutif provisoire, dont Jean de Brie joue un rôle éminent? Ils vont envoyer un certain nombre de députés dans les départements qui ne sont pas sûrs. L'Aisne, le Pas-de-Calais, la Somme, le Nord, les Ardennes, et ils vont, notamment pour intercepter tous les courriers. Et ça, ce complot de l'administration, on le connaît parce que le courrier a été intercepté. Voilà. Et pourquoi le complot de Lafayette échoue? Eh bien parce que la troupe de Lafayette, en fait, refuse de suivre son général. La troupe ne veut pas se retourner contre le nouveau pouvoir, contre la République. Ouais. En dehors de Lens, Jacques Godchaux cite le nom de 3 ou 4 villes en France où on a fait voter les femmes également. Oui. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire? Ou est-ce que c'est fortuit? Moi, je pense qu'il faut évidemment comparer. Il faut comparer le terreau local, c'est-à-dire qu'à Lens, on a une municipalité qui n'appuie pas, qui s'inscrit en
en porte-à-faux par rapport à un mouvement citoyen. Et surtout, à Laon, on a déjà la préexistence d'une politisation féminine avec la création d'un club. Donc ce qui serait intéressant, ça serait de comparer ces villes pour voir si tout était doté d'un club féminin. Et voilà. Et si toutes ces villes étaient dirigées par des municipalités plus modérées. Voilà. Donc ça serait intéressant de faire, de comparer. Voilà. Oui, monsieur. Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'évolution démographique dans le pays lanois dans les années 1770-1790 et monter en nombre ou régression? Est-ce que cela aurait une part explicative dans les situations de conflit? Personnellement, je déconnecte complètement l'enjeu démographique de l'enjeu politique. La politisation, quel que soit le nombre de populations, il y a toujours du politique. À partir du moment où il y a 2 ou 3 personnes entre elles, il y a l'enjeu politique. Donc je ne le corrèle pas du tout à une évolution démographique. Maintenant, l'évolution démographique du pays lanois, je ne la connais pas précisément, mais j'aurais tendance à la calquer sur celle nationale, c'est-à-dire un beau XVIIIe siècle avec une régression avec une mortalité qui stagne, hein, qui reste importante, mais surtout un boom de la natalité. Voilà. La catastrophe démographique, elle est après, avec les guerres. Voilà. Il n'y a pas de rapport particulier entre les générations, par exemple? Ah, ça, c'est une belle question parce que ça renvoie à la thèse très contestée d'une historienne américaine, une thèse que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle Lynn Hunt. Elle enseigne à Los Angeles. Elle a écrit un livre qui s'appelle Le roman familial de la Révolution française. Et Lynn Hunt a une idée assez géniale, c'est qu'en fait elle utilise la psychanalyse pour comprendre la Révolution française. Et son explication, c'est de dire la Révolution française, c'est la révolte des fils contre les pères. Et le symbole magnifique de la révolte des fils, c'est quand même de couper la tête au père. Le père, c'est le roi. Et en même temps, moi, pour les cas d'Exonné que j'ai pu étudier, c'est magnifique comme on a des conflits entre les fils et les pères. Alors, le cas le plus célèbre, c'est le cas Saint-Just. Hein. Saint-Just qui est fugueur, Saint-Just qui se bat avec son père, qui déteste son père. On a effectivement l'émergence d'une jeunesse qui veut prendre le pouvoir. Alors, attention, quand je dis jeunesse, c'est pas des gamins de 20 ans, c'est des trentenaires. Pour la plupart. Les députés aux États généraux, ils ont 30-40 ans. Mais qui sont en rupture politique avec leurs aïeux. Et la rupture se matérialisant évidemment par la mort du roi. Et en contrepoids, mais une valeur complètement nouvelle, la valeur de la fraternité. On veut créer la société des frères contre la société patriarcale. Donc ça, c'est la thèse de Lynn Hunt. Elle est extrêmement critiquée, d'accord? Je vous l'expose telle qu'elle. J'y adhère, moi je la trouve extrêmement séduisante, je ne vous la cache pas, et j'y adhère plus ou moins modérément. Écoutez, merci beaucoup. Ben, merci à vous. C'était courageux de votre part. Merci. Ma question tout particulière le Beffroi dont vous parlez, est-ce que c'est Beffroi de la Grève qui était maire en 1815 et qui était royaliste? Pardon? Figure dans le dictionnaire.